Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. La semaine dernière, nous étions à Roiselle, un sujet sur la scolarité inclusive. L'occasion pour nous de rencontrer Stéphane Aussoulier, président du département de la Somme, qui s'est vu confier une mission nationale par le président de la République. L'enfance et le handicap, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Monsieur le Président, on vous a confié une mission au sein de l'État pour justement faire avancer les choses sur le handicap. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette mission qui vous a été confiée ? Alors, lors de la conférence nationale du handicap, c'est toujours un moment important parce qu'elle se tient tous les 3 ans, présidée par le chef de l'État. L'entourage du chef de l'État m'avait dit qu'il souhaitait effectivement annoncer le fait qu'il voulait que je réfléchisse avec une personne en situation de handicap, d'ailleurs Lucie Carrasco, qui est une chroniqueuse sur France 5, qui aujourd'hui travaille à mes côtés, même si actuellement elle est partie en reportage en Australie, donc c'est pas facile de travailler tous les jours avec elle, mais elle m'apporte ce que je n'ai pas. Elle apporte le regard extrêmement important de l'usager, de celle qui a connu éventuellement quelquefois la difficulté d'être en situation de handicap dans notre pays. Et donc, cette mission, elle est sur 3 thématiques importantes et qui font, je trouve, sens et qui peuvent montrer l'exaspération qui a quelquefois été la mienne lors de la préparation de la CNH. Premièrement, l'école inclusive. L'école inclusive, on sait qu'on a fait beaucoup de choses, les AESH dans les collèges et dans les écoles primaires, la sortie peut-être des unités d'enseignement externalisées venant des IME aussi dans nos collèges, et c'est peut-être de passer au stade supérieur, puisque l'État a pour ambition, d'ici 2027, de faire en sorte que 100 IME puissent trouver une place dans un collège en France. C'est dire qu'il faut faire avancer. Donc là, l'idée, c'est de trouver, de définir. C'est ce qui est écrit dans la lettre de mission que m'a adressée la Première ministre, parce que le chef de l'État annonce les choses et la Première ministre ensuite, puisque c'est de l'interministériel, a fait en sorte bien de caler les choses entre le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, et de celui en charge des personnes en situation de handicap. Première chose, donc, comment est-ce qu'on fait évoluer le modèle ? Comment, avec la communauté éducative, avec la communauté du médico-social, on fait en sorte que ces deux mondes, qui peut-être quelquefois ne se connaissaient pas bien, puissent mieux travailler ensemble. Donc ça, c'est dans ce cadre-là que je vais visiter des sites qui aujourd'hui fonctionnent bien, des sites qui aujourd'hui fonctionnent moins bien, pour essayer de tirer le meilleur, des enseignements, avec l'aide de 3 inspecteurs généraux qui ont été nommés dans le cadre de cette mission pour travailler. Et puis, 2 autres sujets, alors qui peuvent paraître marginaux, mais qui sont vraiment le sens de l'engagement, je trouve, du chef de l'État sur ces sujets. Le transport scolaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la région est en charge du transport scolaire des enfants en situation ordinaire. Et les enfants en situation de handicap, c'est le département qui en a la charge. Aujourd'hui, dans mon modèle, dans mon espoir, dans ma vision peut-être d'une école rénovée, réformée, c'est bien tout le monde dans la même école. Comment pourrait-on imaginer qu'aujourd'hui même, des enfants qui vont dans le même établissement puissent prendre 2 modes de transport différents ? Le petit gamin qui vient, ici au collège, qui a son petit camarade, qui est juste à côté de chez lui, mais lui, il ne va pas prendre le même mode de transport, il va prendre un taxi d'un côté, qui est payé par le conseil départemental, parce qu'il a une situation de handicap qui justifie à un moment cette situation. Mais moi, je préfère que l'ensemble du transport devienne accessible. Trouvez-vous normal, aujourd'hui, que trop de bâtiments publics, que trop de moyens de transport ne soient pas accessibles à tous ? Moi, je suis toujours sidéré qu'on ait un tel retard. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé, et la majorité départementale s'est engagée, par exemple, à rendre l'ensemble de ces collèges accessibles pour 2028. J'ai 4 ans pour remplir cette mission. Je l'ai dit dernièrement, chaque année, je ferai un point. Est-ce qu'on aura rempli le quart de ce qu'il fallait que nous fassions cette année ? C'est-à-dire que c'est assez facile. Quand on a 4 ans devant soi, on peut faire un quart chaque année et on va avancer. Mais trouvez-vous normal aujourd'hui que les gares soient si peu accessibles, que les stations de métro à Paris soient si peu accessibles ? À l'évidence, il faut qu'on travaille beaucoup plus. Eh bien, de la même façon qu'aujourd'hui, les transports scolaires pourraient tout à fait être accessibles à tous, si on les rend accessibles. Ça n'est pas le même système d'accessibilité pour un enfant qui est autiste dans un bus, qui aura peut-être besoin d'être assuré avec son AESH, avec quelqu'un de référence qui sera à ses côtés, que le petit gamin qui va être en fauteuil roulant, qui va avoir une difficulté particulière. Comment faites-vous aujourd'hui pour prendre un bus si vous avez
si vous êtes autiste, vous n'avez pas l'accompagnement qui est prévu. Et moi, je trouve que ça doit vraiment avancer. Alors justement, une personne qui aujourd'hui n'est pas atteinte d'un trouble handicap, mais il sait par exemple ni lire ni écrire. Il a déjà cette problématique de savoir où est-ce qu'il va descendre, à quelle station. Mais naturellement, parce que voyez-vous, tout ce qui est bon pour les personnes en situation de handicap est bon pour l'ensemble de la société. Je vais vous donner une anecdote. Assez souvent, moi je fais la promotion dans mes services sur le facile à lire et à comprendre, le FALC. Alors je ne parle pas une langue étrangère, je vous rassure, c'est uniquement une façon d'être accessible au plus grand nombre. Assez souvent, quand je siège dans une instance, docte instance, qui s'appelle la CNSA, la Caisse nationale de sécurité et d'autonomie. 40 milliards d'euros de budget chaque année, c'est celle du journée, vous savez, du lundi de Pentecôte, que l'on travaille et que l'on donne, que l'on reverse dans cette caisse, pour l'autonomie. Personnes handicapées, personnes âgées. Le président, l'autre jour, me dit, on vous a mis sur vos boîtes mail le rapport d'activité. Le rapport d'activité de la Caisse nationale de sécurité et d'autonomie, ça doit être 500 pages. C'est illisible pour quelqu'un comme moi qui n'a pas le temps. Et par contre, il y a aussi la version en FALC. Et je lui dis, heureusement qu'à la Caisse, on fait le document en FALC, comme ça me permet de le lire et de comprendre ce que l'on fait réellement. Ça n'est pas une boutade. Aujourd'hui, très souvent, je dis à mes services, est-ce que nous sommes compréhensibles par le plus grand nombre ? Bien sûr qu'il faut tout de même savoir lire. Mais même, quelquefois, les Français qui ne sont pas d'origine française, qui sont éventuellement les personnes qui sont sur le territoire national, les habitants qui n'ont pas leur langue naturelle, leur langue d'origine natale, qui est le français. À l'évidence, notre français est souvent trop châtié, trop précis. On peut tout à fait parler différemment et être compris par le plus grand nombre. Et voyez-vous, il y a plein de choses comme ça qui ont été faites pour les personnes handicapées qui peuvent servir au plus grand nombre. Et moi, je trouve que quelqu'un qui parle aujourd'hui le français avec plus de difficultés que vous et moi, va être tout à fait en capacité de comprendre ce qui se passe à la CNSA grâce au FALC. Il faut faire la promotion du FALC comme il faut le faire la promotion dans tous les documents administratifs. Donc en fait, point numéro 1, l'école. Point numéro 2, le transport. Et le point numéro 3, le facile à comprendre. Alors, ça, c'est une grande promotion, non, parce que j'ai encore un autre sujet, parce que celui-ci, il faisait partie, en fait, d'une façon pour une autre d'être mieux intégré. C'est la situation des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire peut retirer la responsabilité des enfants à leurs parents, et les confier au département. Ce qu'on appelle les placements. Voilà. Aujourd'hui, nous avons en moyenne entre 20 et 25% de ces enfants qui sont en situation de handicap. Ceux qui sont placés au conseil départemental. Aujourd'hui, j'en ai à peu près 2000 dans le département qui sont placés. Ce qui veut dire que j'en ai peut-être 500 qui ont une situation de handicap. Quelquefois qui est prise en charge et quelquefois qui n'est pas prise en charge. Parce que voyez-vous, quand je dis souvent que le conseil départemental, c'est la collectivité des demi-solutions, on me confie l'enfant, mais on ne me confie pas les moyens de l'agence régionale de santé pour m'occuper de cet enfant handicapé. Et donc là, vous êtes vraiment à la frontière entre les compétences de l'État et du département. Et j'ai dit au chef de l'État, lorsque j'ai eu l'occasion de m'entretenir devant la CNH, qu'il fallait vraiment avancer là-dessus. Et il a rebondi sur cette proposition en disant, à l'évidence, il faut que les textes, il faut que le département, qui est chef de file sur ces sujets, soit peut-être mieux étayé pour aider les enfants qui lui sont confiés, qui sont en situation de handicap, pour bien les prendre en charge. Et donc c'est cet autre sujet qui n'est pas le plus simple, parce que ce sont souvent les enfants qu'on oublie. Alors, aujourd'hui, justement, vous avez une mission qui vous a été confiée par le président de la République via notre Premier ministre. Vous n'avez pas peur que quand on va changer de présidence, ce qui est aujourd'hui un phénomène, comment dirais-je, d'intérêt pour notre président, le soit peut-être un petit peu moins pour son successeur ? C'est possible, mais ce qui est certain, c'est que moi, le travail qu'on a à rendre, c'est pour le mois de mars 2024. Mon objectif, c'est que il sera encore président de la République jusqu'en 2027. Qu'en fait, mon objectif, l'impulsion puisse être faite. Tout à fait. Et puis vous savez, la société change.
Les gens attendent des réponses concrètes. Et donc, moi, ce que je ne souhaite pas, c'est d'avoir fait un rapport pour coincer une armoire bancale dans un bureau d'un ministre. C'est vraiment de faire quelque chose qui soit utile pour mon pays. Sinon, je n'y passerai pas le temps que j'y passe, je n'y mettrai pas mon énergie au quotidien, je ne ferai pas les milliers de kilomètres que je suis amené à faire pour cela. Mais franchement, parce que je sens bien que le chef de l'État le souhaite, que le gouvernement est aussi, malgré les difficultés financières, c'est souvent des histoires de gros sous aussi. Mais, vous savez, en France, on met déjà 53 milliards d'euros pour le handicap, conseil départemental et État compris. Je pense que ces moyens-là, quelquefois, on peut se dire qu'ils pourraient peut-être être encore mieux utilisés. Et c'est peut-être cette nouvelle utilisation, ce nouveau mode de fonctionnement qui permettra demain et d'avoir des meilleurs résultats, mais surtout de faire société tous ensemble. Il n'y a pas des enfants qu'on cache et des enfants qu'on voit. Il n'y a pas des adultes qui sont résignés à être en foyer de vie toute leur vie, alors qu'ils peuvent être utiles. Moi, quand je vais dans un foyer de vie, que je vois des gens qui me disent « Moi, j'aimerais bien donner un peu de temps pour travailler. J'ai envie d'être utile. » Cette utilité, il faut qu'on puisse la laisser s'exprimer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président, et bon courage pour la continuité de cette mission qui vous a été confiée. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se retrouve très vite sur WEO.